C'est un débat organisé par la Fondation Gabriel Péry et nous avons à nos côtés Marc Kesselman, qui est professeur émérite de sciences politiques à Columbia University. Bonjour Marc. Et puis John Mason, qui est professeur de sciences politiques à l'université William Patterson dans le New Jersey et qui est aussi directeur d'études internationales. Bonjour John. Bonjour. Donc, tous les deux, vous allez nous expliquer, un petit peu décortiquer avec nous les enjeux de cette élection qui est cruciale et qui aura lieu dans quelques jours, même si on peut peut-être rappeler que l'élection générale a lieu le 3 novembre, mais d'ores et déjà, dans 32 États américains, les électeurs ont commencé à voter par vote anticipé, à distance, par courrier ou même en personne. Donc, on reviendra peut-être un tout petit peu sur le mandat de Trump et ces 4 années qui ont, pour le moins qu'on puisse dire, bousculé les États-Unis. Mais juste avant, je pense qu'il est intéressant de rappeler ce qui s'était passé en 2016 et l'élection qui a conduit donc Trump à la présidence. On sortait de 8 années de mandat de Barack Obama, de présidence Obama. Il ne pouvait pas se représenter. Et au terme d'une primaire très serrée entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, c'est finalement Hillary Clinton qui avait emporté la candidature démocrate et qui avait ensuite affronté Trump. Donald Trump avait fini par être élu à la grande surprise de tous les commentateurs et observateurs politiques. Et bien que Hillary Clinton avait 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, avant qu'on s'attarde sur les enjeux de cette élection aujourd'hui en 2020, j'aimerais vous demander, Marc, peut-être commencer par vous, Marc Kesselman, quels enseignements le Parti démocrate a tirés de la primaire de 2016 ? D'accord. Je commence en disant que la grande surprise de victoire de Trump n'était pas seulement une surprise pour les démocrates, les supporters, mais pour même plus que tout le monde. J'ai un ami d'un ami d'un ami qui m'a dit, il a juré sur la Bible, que d'avoir croisé Trump la nuit de l'élection, quand c'était très tard dans la nuit, parce que, comme vous savez, au début, c'était à peu près évident que Hillary va gagner. Et c'était après que... Mais Trump a dit, nous sommes foutus. C'est-à-dire d'être élu, pour lui, c'était une surprise pas tout à fait heureuse. Et donc, mais je passe. Pour les démocrates, pour la campagne actuellement, pour Biden et les gens de gauche, 2016, c'est le cauchemar qui hante les esprits à tout moment. Donc, ce n'était pas l'histoire ancienne, c'est une histoire très actuelle et il se demande chaque jour, est-ce que nous pourrions, comment il faut faire mieux? Il ne croit pas tellement, prudemment, au sondage qui donne Biden une avance beaucoup plus considérable que celui de Hillary. Donc, John va parler de ça, qu'il y a beaucoup plus de chances que dans 2016 que le candidat démocrate va gagner, y compris aussi peut-être aux élections parlementaires. Ça, peut-être vous allez poser des questions tout à l'heure, Charlotte. En tout cas, quelle leçon est-ce que la campagne et Biden ont tiré de cette défaite? Une défaite qui, comme vous avez souligné, c'était une victoire dans un certain sens, mais une victoire beaucoup plus que pyrrhique, parce qu'Hillary a gagné presque 3 millions de voix de plus. Biden peut gagner ça et plus, et là encore peut être le perdant. Ça aussi, ça dépend
du collège électoral, tout à Là, on fait va peut-être faire différent. juste une petite parenthèse pour les Oui, auditeurs français qui ne sont pas forcément familiers du mécanisme électoral américain. Il y a des grands électeurs qui élisent le président, qui désignent le président, donc par État, et ce qui fait que le vote populaire peut être majoritaire, mais si les grands électeurs de chaque État sont majoritairement conservateurs, ils vont l'emporter pour désigner Donald Trump. d'accord. Et donc, il y a des cas de figure où, là encore, Biden peut gagner du point de vue des voix populaires des citoyens et être perdant. Et je vous rappelle aussi, en 2016, Hillary a perdu, elle a gagné, je m'excuse, toute l'élection a joué sur les grands États du Moyen-Ouest où elle a perdu sur le fil de rasoir quelque chose comme moins de 100 000 voix sur des millions dans les grands États du Moyen-Ouest, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, et elle était perdante quand même dans les collèges électoraux, c'est ça qui compte, parce qu'elle a gagné beaucoup plus Quelles sont les erreurs que ailleurs. les démocrates pensent avoir Oui, commis durant cette campagne? oui. Et les leçons, je crois, ils ont tiré, c'est les suivantes. D'abord, les leçons que Biden et ses alliés, ses assistants tirent. D'abord, d'être plus sensible aux perdants au sein du Parti démocrate, pour tout dire, la gauche, c'est-à-dire toujours Sanders, Elizabeth et les autres. Donc, ils ont... Comment? Elizabeth Warren, je précisais Oui, juste. oui, cette fois-ci, Elizabeth Warren. Par exemple, leurs collègues, leurs assistants, leurs supporters ont participé aux commissions pour établir les programmes éventuels, peut-être d'hypothèque, de Biden. Par contre, en 2016, ils étaient exclus et ils se sont exclus des deux côtés. Il y avait des grands moments de tension. Pour des bonnes raisons, la gauche était furieuse parce que l'establishment démocrate les ont exclus pendant les primaires et tout. Je passe. Donc, une sensibilité des deux côtés cette fois-ci pour mettre l'accent sur le positif. L'unité est beaucoup plus importante pour eux, beaucoup plus grand. Ça, c'est un point. Deuxième point, la campagne de Biden a vu après, trop tard par rapport à Clinton, c'est-à-dire qu'elle a reconnu trop tard de négliger les grands États du Moyen-Ouest, les Blancs ouvriers, classe moyenne, etc., masculins pour la plupart, et Biden, par sa personne, par les leçons du passé, par 2016, essaie de faire un effort beaucoup plus grand. C'est connu que Hillary n'a jamais mis les pieds, par exemple, pendant la campagne, dans Wisconsin, où elle a perdu par quelques milliers de voix. Biden, il l'a très souvent, il va à Floride, il va à Pennsylvanie, bien sûr, son État de Delaware est à côté, donc je crois que ça c'est très important. Et finalement, pour le programme aussi, Biden a infléchi, mais ça c'est contradictoire et controversé, mais quand même, il a essayé de faire un big tent, une grande tente qui rassemble les courants, les plusieurs courants du Parti démocrate. Mais là, je termine en disant, pour moi personnellement, mais aussi, je crois, de point de vue plus objectif, disons, il ne va pas assez loin. Quand je pense par exemple au débat, les grands débats primaires, entre lui et Trump, et puis aussi entre Kamala Harris et Pence. Ils ont pris leur distance de la frange courant gauche dans une manière pour moi qui était vraiment d'abord mauvaise, néfaste, mais aussi même électoralement risquée. Par exemple, Harris a dit « Ah,
the Green New Deal, ça, Biden n'a jamais défendu ça. Et là, on ne peut pas nous accuser de ça. Tandis qu'elle aurait pu dire, il y a bien sûr des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais il y a des choses très fortes là-dedans. C'est ce discours modéré que moi, je crains peut être néfaste. Et ça, c'est dans la ligne droite de continuité de 2016. Mais quand même, je mets l'accent sur le changement. Je crois que c'est assez sensible. D'accord. Merci Marc Kesselman. Peut-être pour enchaîner, justement, il paraît quand même assez étrange que dans cette campagne, les démocrates, effectivement, tiennent une ligne modérée, n'écoutant pas les leçons, ne retenant pas la leçon de 2016 d'une demande vraiment radicale et qui, en plus, a pu être confirmée par une société américaine traversée par des mouvements sociaux très, très forts depuis 4 ans. Et qui réclament plus de justice sociale, plus de justice raciale. Pourtant, la campagne démocrate paraît ne dire seulement il faut battre Trump. Et ça semble s'arrêter là. On peine à entendre le programme des démocrates et leurs propositions. Donc peut-être cette question pour John Mason. Quels sont les enjeux là pour les démocrates et leur stratégie à part battre Trump, est-ce qu'il y a une stratégie démocrate? Je dirais qu'une des grandes leçons, n'est-ce pas, de 2016, c'est l'importance de la question d'inégalité sociale en termes de richesse et revenus qui était au centre de la campagne de Bernie Sanders. Alors, Hillary avait un très mauvais rapport avec Sanders, elle s'éloignait de ce message-là. Mais quand on regarde Biden, je pense que si on regarde de près leurs propositions fiscales, si on regarde de près ce qu'ils vont faire en termes de l'expansion de droits à la santé, et aussi leur programme écologique, qui à la fois dénonce le Green New Deal, mais reprend énormément d'éléments dans la plateforme démocrate. J'ai le sentiment que dans la campagne Biden, ils ont reconnu l'importance de ces questions-là pour mobiliser non seulement les électeurs noirs, mais les électeurs jeunes. Quand on regarde le fait de Hillary, elle a perdu Michigan, par exemple, environ 11 000 voix. Mais il y avait presque 90 000 électeurs noirs qui ont voté, mais qui n'ont pas voté pour un candidat présidentiel en 2016. Alors là, il y a le problème non simplement comment s'adresser aux électeurs ouvriers blancs, qui étaient souvent ouverts à Sanders, plus que Hillary, mais aussi comment mobiliser les hispanophones, les Noirs dans les grandes villes, et de plus en plus une population d'immigrés d'Asie qui sont très importants du Sud-Ouest, Californie, Oregon et le reste. Donc, il y a, je pense, il faut se méfier de cette image de centrisme de Biden. Parce que Biden, c'est un chef de coalition, c'est un vieux pacha démocrate qui est là depuis 47 ans, mais il est surtout centriste. Et ça veut dire qu'il suit le centre d'attraction, le centre de gravité au sein du parti. Et le Parti démocrate a basculé vers la gauche sur toutes ces grandes questions. Si on parle santé, si on parle de justice et police, si on parle d'immigration, surtout si on parle de l'écologie, il y a une nette mouvance vers la gauche et Biden le suit. Il essayait, je pense, à camoufler ça. Moi, comme Marc, j'étais très frappé par le fait qu'il a dénoncé l'aile socialiste du parti dans son débat avec Trump. C'était un peu lâche de sa part. La réponse de la gauche, par contre,
de Bernie Sanders, des jeunes porte-parole comme Alexandria Ocasio-Cortez, le député hispanique de New York, qui est, elle, socialiste. Ils ont dit que le choix dans cette élection n'est pas entre Trump et Biden, c'est entre Trump et la démocratie. Donc, pour beaucoup de démocrates, au-delà de ces questions de programme qui touchent sur toutes ces questions brûlantes, hein, il y a l'idée que si l'évolution autoritaire aux États-Unis ne s'arrête pas, on va partir dans un nouveau système qui aurait plus à faire avec Viktor Orban en Hongrie ou Poutine peut-être. Il y a cette idée que Masha Gessen, qui est un journaliste russe qui écrit souvent pour The New York Review of Books et The New Yorker, a expliqué, suivant un sociologue hongrois, qui dit que dans ce processus de transformation, il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la tentative autoritaire, qui est la déconstruction des normes, l'affaiblissement des institutions, les attaques sur la société civile et la presse. On a vécu tout ça pendant 4 ans. Et puis, il y a le moment qu'il appelle le percé autoritaire. Et avant cette élection, au cours des derniers 5-6 mois, tout le monde était en train de penser les divers scénarios de comment le percé autoritaire pourrait se produire sous Trump, même s'il perd l'élection. Il y a des scénarios où il arrive par les cours, par les assemblées d'État, par le chaos qu'il crée dans les médias et ailleurs, à mettre en question les légitimités des voix, des résultats, et à faire appel à d'autres institutions, Sénat, Cour suprême, ainsi de suite, les assemblées d'État, pour imposer sa réélection sur le collège des électeurs. Donc, et à la suite, on sera dans une 3e étape, comme on a vécu déjà en Hongrie, de ce qu'on appelle consolidation autoritaire. Donc, pour la gauche, il y a cette grande peur qui sert à mobiliser énormément de gens, au-delà des problèmes de programme, en sachant qu'au moment où si Biden passe, si les démocrates arrivent à créer une grande coalition qui les permet de répondre le Sénat, qu'on va avoir un grand combat au sein du parti autour de toutes ces questions-là, et on sera dans la situation de mobiliser les gens dans les rues, et on verra des grandes manifestations. Mais Biden, je pense, Biden est toujours tenté à suivre le centre du parti ou n'importe où ça va. Et je pense que ça penche à gauche. On entend Je veux faire 2 autres remarques vite fait pour nos auditeurs français. D'abord, il faut se souvenir du fait qu'aux États-Unis, on n'a pas une élection nationale. Il y a en effet 50 élections dans les divers États séparés qui vont se passer pendant une saison électorale qui va durer plusieurs semaines. Donc, surtout cette année, la façon dans laquelle l'élection se déroule est différente dépendant d'État. Il y a énormément de différences. Et quand on regarde le collège, quand on regarde le Sénat, on est face à 2 institutions qui sont dans un sens contre-majoritaire, qui arrivent à augmenter le pouvoir, l'influence des minorités. Par exemple, on regarde le Sénat. L'État de Californie, qui a 40 millions de gens, a 2 sénateurs.
mais je peux mettre ensemble peut-être une douzaine d'États du Far West et du Centre. C'est 40 millions de gens, population équivalente à la Californie, mais ils ont 46 sénateurs. Hein. Bien sûr, pour le dire aux auditeurs français, c'est 2 sénateurs par État, quel que soit le poids démographique de chaque État, tandis que les députés élus à la Chambre des représentants, eux, sont proportionnels à la population. Donc, par effet de statistiques, les États ruraux peu peuplés ont plus de poids dans la démocratie, finalement, et dans le vote au final. Et le même est vrai pour le collège. Dans le collège, la formule est nombre de représentants dans la Chambre, c'est un enjeu de sénateurs. Cette année, c'est un enjeu qu'on retrouve à toutes les élections, finalement. Alors, par exemple, donc, si on est électeur en Californie, on a un électeur présidentiel pour tous les 400 000 électeurs actuels. Si je vais à Wyoming ou Montana, c'est plutôt un électeur par 20 000. Donc, il y a cette augmentation et la stratégie républicaine tourne autour de cette tentative à utiliser les institutions américaines pour défendre et imposer un régime minoritaire. Oui. Pour l'avenir. C'est pas ce que fait la gauche également. D'ailleurs, peut-être Mark Kesselman, on a vu Black Lives Matter, par exemple, et le mouvement social utiliser des candidatures locales, accéder à des municipalités, etc., pour tenter aussi de faire progresser leurs idées sur le terrain, vraiment au niveau le plus proche des habitants. Et donc, peut-être qu'on voit que Biden vire à gauche à mesure que le centre de gravité se déplace dans le Parti démocrate, mais on a aussi des stratégies plus locales. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut faire ce constat, d'une part? Et deuxièmement, je voulais vous interroger sur le risque, peut-être, d'une élection qui se résume à un référendum sur Trump. On comprend bien le chaos et le risque pour la démocratie, mais est-ce que si on ne vote que contre Trump et qu'on n'attend rien d'autre des démocrates, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une déception derrière et donc dans 4 ans peut-être de nouveau un clivage? Mark Kesselman. C'est une bonne question et un bon sujet du débat qui a lieu actuellement. Quand on dit référendum sur Trump, je crois si les démocrates sont en général assez astucieux pour comprendre qu'il faut que ça soit élargi aux actions de Trump aussi, pas sur sa personnalité qui est bien sûr très controversée, mais surtout ils ont mis l'accent, où il faut le mettre parmi d'autres domaines, sur la pandémie et son maltraitement, ses erreurs catastrophiques, ses laxismes, ses virages, ses tromperies. Et ça, je crois, ça a une importance assez grande. Sur les questions des mouvements sociaux, Black Lives Matter en premier, au début, ça a eu un impact assez important contre Trump par la manière qu'il a traité ces questions avec dédain et sa caractère raciste et tout était bien évident. Et ça a eu un impact assez sensible contre Trump. Hélas, il a bien joué, je dis avec chagrin, quand il y a les petites minorités qui ont semé la violence pendant les manifestations à Portland et autres. Et Trump a sauté sur l'occasion, law and order, loi et ordre, c'est moi qui peux protéger. On va vers la première phase autoritaire que John a bien évoquée de Marsha Gessen et autres. Et ça, hélas, a eu un impact. La cote de Trump a gagné après avoir perdu
quand il y avait aussi amplifié par les médias, tous les petites violences, les violences qu'ils disent viennent de la gauche, qui n'est pas exact d'ailleurs, mais quand même. Donc, ça, la question de référendum sur Trump, c'est complexe, c'est difficile à dire. Est-ce dans quel sens ça va jouer? Je crois pour la plupart, ça joue dans le sens, si les démocrates, et je crois que Biden est assez conscient de ça, si le référendum, c'est sur les choses, les méfaits, les erreurs monumentales de Trump, et pas seulement sur sa personnalité qui est farfelue, mais ça, tout le monde sait, il y avait des surprises sans nombre, donc qui se normalisent avec les femmes, avec les Noirs, les immigrés. Ça, c'est, hélas, bien connu maintenant. Mais la pandémie, par exemple, c'était pas nouveau. Ça dure, mais il ne fait pas mieux, malgré ses efforts. Le dernier, je ne sais pas, je fais une petite parenthèse pour terminer. Il paraît qu'avant-hier, quand il est sorti de l'hôpital, il a eu l'idée astucieuse pour lui de mettre Superman, le t-shirt Superman, sous sa veste, de paraître d'abord comme très fragile quand il est sorti de l'hôpital. Je ne sais pas si ça vous a reporté ici. Et puis, ouvrir la veste, et voilà l'homme fort de Trump. C'est farfelu comme tout, c'est dégoûtant même. Il n'a jamais dit il y a plus de 2000 morts à cause de cette pandémie. Pas d'empathie, pas de sympathie. Mais donc, je crois que le référendum sur Trump joue dans le bon sens parce que ce qu'il a fait était si monumental que je crois que Biden joue très bien là-dessus, en soulignant ça, en mettant ce masque à toutes les occasions nécessaires. Et je crois que ça joue. Et donc, c'est bon d'avoir ce référendum, mais en même temps, je crois, c'est vrai aussi que Biden doit aller plus loin pour souligner sa programme, que John a raison de dire, est assez plus, on ne peut pas dire à gauche, très loin à gauche, mais quand même du bon sens, de centre-gauche, et sur bien de choses. Par exemple, sur le plan d'Obama, Biden, là, gagne beaucoup parce que les Américains, ils ont peur pour des bonnes raisons. Et donc, ça joue aussi contre Trump, je crois. Mais alors, Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus, très vite? C'est la carte raciale, qui est vraiment une carte de nationalisme blanc, que Trump a joué. À un certain moment, il y avait des débordements dans quelques manifs, surtout à Portland, Oregon, où les affrontements étaient entre les militants blancs de droite et de gauche dans les rues, mais les blancs, très peu de noirs impliqués dans cette histoire. Mais Trump a fait appel aux milices nationalistes blancs. On a eu, au cours des dernières semaines, plusieurs incidents où les milices se sont mobilisées, ils ont tué des gens dans la rue, par exemple à Kenosha. Il y a cette tentative d'enlèvement et mise en procès du gouverneur de Michigan, qui est un gouverneur très populaire. Donc, il y a l'impression, surtout, Trump a refusé à condamner le nationalisme blanc pendant le débat, et il a fait une espèce d'appel aux milices de se préparer pour le proche avenir. Non? Stand back and stand ready. Hein? C'était pas une condamnation, mais un appel à la mobilisation. Alors, ça donne l'impression à beaucoup de gens que le fauteur de chaos, c'est Trump lui-même. C'est pas donc c'est pas les militants noirs, c'est pas la gauche, c'est le président des États-Unis qui fait appel à cette frange fascisante de la politique américaine. Donc, on a un résultat très intéressant dans les sondages. C'est Cornell Belcher qui a considéré ça la semaine passée. Pour la première fois depuis 40 ans ou plus, une majorité des électeurs blancs
probable, 51%, sont prêts à voter démocrate. Dans toutes les élections pendant 40 ans, le Parti républicain avait au moins 2/3 des électeurs blancs hommes et une majorité des électeurs blancs, blanches femmes. Hein. Mais ce n'est plus le cas. Au moins, c'est en doute. Et ça, c'est parce que Trump lui-même est vu comme le source du mal. Et autour de Biden, il y a bien entendu une coalition de gauche, mouvements sociaux, mais aussi un très important mouvement des élites républicaines, comme nous avons parlé peut-être, qui se sont ralliés à Biden comme le candidat, non simplement du centre, mais de l'establishment de sécurité nationale, de politique étrangère, ainsi de suite. Et il y a des gens qui sont des conseillers républicains qui ont mené des campagnes, des centaines, des gens comme Steve Schmidt ou Rick Wilson, qui sont maintenant impliqués dans un projet qu'on appelle le projet Lincoln, qui fait une campagne médiatique dévastateur en termes de pubs anti-Trump. Il y a une autre équipe de Jeb Bush, le frère de l'ancien président, les électeurs américains républicains contre Trump, qui fait une campagne médiatique avec des millions de dollars de dépenses qui vise le Floride. Donc, ça donne une autre aile à la coalition Biden, et ça veut dire qu'il faut marcher cette ligne de crête entre les électeurs républicains anti-Trump et les progressistes, mais aussi entre les électeurs blancs et les électeurs noirs et hispaniques qu'il faut mobiliser. Hein, et du coup, ce que vous décrivez, John, sur l'évolution de cet électorat blanc qui se détourne un peu de Trump, c'est un petit peu paradoxal. Alors, je m'appuie sur le livre de Sylvie Laurent, Pauvre petit blanc, qui vient d'être publié, et où elle analyse que Trump est finalement le premier président blanc des États-Unis, dans le sens où il a vraiment... c'est-à-dire sa matrice est une matrice raciale, son fonds de commerce est d'appeler au réflexe identitaire des Blancs et notamment au ressentiment et à la peur des Blancs vis-à-vis des minorités, la peur du déclin. Bon, ensuite, elle démontre que tout ça est évidemment à relativiser en comparaison de leur situation plus privilégiée que celle des minorités. Mais finalement, c'est un peu paradoxal que les Blancs se détournent de Trump alors même qu'il est leur leader principal et effectivement l'avocat du suprémacisme et du nationalisme blanc. C'est peut-être, Marc, tu veux? Ah, le micro, Marc. Ouais. D'accord. Oh, oui. Je pense d'abord, il y a un effritement parmi les Blancs. Et ça, pour des raisons, je crois, à peu près éthiques, que les choses dont Gilles vient de parler tout à l'heure, d'appeler aux milices, aux gens qui, on ne savait pas qui sont ces gens-là, qui ont attrapé les manifestants tout à fait pacifiques pour les maltraiter. Ça, je crois, ça a tourné des têtes. Et surtout, ça a tourné des têtes d'un groupement, un sous-groupe fameuse qui s'appelle Suburban White Women. En général, ça veut dire qui? Des femmes blanches, un peu plus éduquées, plus aisées, qui étaient pas parmi les plus fidèles, mais quand même qui ont voté assez fort aussi pour Trump avant. Et ça, je crois, ça les ont écurés pour des bonnes raisons, et donc il y avait cet effritement. Et je dirais que pendant des années, Trump avait le génie de jouer le malin
sans que ça a eu un grand impact. Il est resté stable pendant des années, 2, 3, 4 ans, malgré les choses mesquines, des choses racistes et tout. Ça a changé. Ça a changé, je crois, à cause du fait que finalement, il y avait un débordement. Nous, Jean, moi et beaucoup d'autres, on dit, cette fois-ci, ça va tourner. Et pendant des années, nous avions eu tort. Finalement, ça a tourné. Mais je crois il faut combiner ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce que Jean et moi, nous venons de dire. Il y avait la convergence de la pandémie et le Black Lives Matter qui ont fait déborder la vase, si on peut dire. C'est-à-dire, finalement, l'empereur était nu pour beaucoup plus de monde qu'avant. Ce n'était pas seulement la majorité, parce que c'était toujours la majorité qui ont vu ça, mais maintenant, c'est une assez grande majorité, y compris les Blancs, comme Jean dit. Je peux ajouter un truc vite fait. Rapidement. Quand on regarde la réponse de Trump à la pandémie, il a fait une distinction entre les États bleus, les grandes villes bleues, ça veut dire démocrates, il appelle des circonscriptions anarchistes, et l'Amérique réelle. C'est presque pour les nationalistes comme si on fait une distinction maurassienne entre le pays réel et le pays légal. Le pays démocrate, où se trouve la majorité de la population, c'est le vrai centre de l'économie américaine. Les comtés, les juridictions que Hillary a gagnées, c'était quand même 550 juridictions. Les juridictions que Trump a gagnées, c'est 2500 et quelques. Ruraux, peu peuplés, approuvés. Et il fait cette distinction constante entre les deux Amériques. Et il est là pour défendre le peuple authentique américain, qui est les peuples qui appartiennent à sa base. Et les autres, c'est comme si on a prononcé un acte d'auto-exclusion de la nation américaine en opposant à lui. Et ça, c'est typique, bien entendu, des régimes autoritaires où les seuls membres de la nation politique, le vrai peuple, sont ceux qui soutiennent le chef, le leader. Et tous les autres se sont mis en dehors non seulement de sa protection, mais aussi de la nation. Et ça, c'est un peu ce qui est en jeu dans la gestion, la mal-gestion qu'il avait de la pandémie. Hein? Et ça, c'est donc une question. Il a perdu les gens de troisième âge parce qu'ils ont compris que dans son scénario, ils sont abandonnés à leur mort. Hein? Il a aliéné énormément de gens dans les banlieues, près des grandes villes, parce qu'il fait partie de cette Amérique bleue que lui, il ne représente pas et qu'il ne le font pas pendant la pandémie et aussi pendant la grande crise économique à laquelle nous sommes en train de faire face. Alors, on va ouvrir les questions à nos participants, à notre public. En attendant, j'aimerais quand même poser encore une question. Est-ce que vous pensez que le Parti démocrate et la campagne Biden, l'establishment démocrate, a suffisamment entendu les demandes du mouvement social? Est-ce que s'ils remportent ces élections, ils vont gouverner suffisamment le long des revendications sociales des Américains? Et puis, est-ce qu'ils vont en avoir le pouvoir de vraiment transformer aussi le système? Et évidemment, je pense beaucoup aux enjeux d'égalité sociale et raciale. Marc, oui. Je prends la parole, d'accord. Je crois beaucoup jouent sur les élections parlementaires dans ces questions-là, supposons l'hypothèse que Biden gagne, mais s'il ne gagne pas, si les démocrates ne gagnent pas les deux chambres,
s'ils n'ont pas une majorité, et même une majorité assez forte, je crois les chances d'aller plus loin vers la gauche dans n'importe quel sens, les égalités santé, loi de fiscalité, etc., ce serait minime parce qu'il y aura le veto des républicains systématiques sur presque n'importe quoi pour faire, comme McConnell a dit, le chef de file des républicains, après Obama a été élu, la phrase fameuse c'était « Il faut tout faire pour que Obama soit président pour un mandat seulement ». Et donc, ils ont dit non, 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 surtout après les élections de 2018, quand les républicains ont pris le pouvoir dans le Sénat. Donc, les élections parlementaires sont primordiales, supposons que les démocrates gagnent. Donc, Biden et les deux démocrates, ils auront le pouvoir. Pas total, mais quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir? Là, je crois que le mouvement social joue un rôle très important. Et là, John a raison, pas seulement sur Biden, mais sur la plupart des démocrates, le Parti démocrate, les parlementaires, les élus, qui sont ouverts. Ils ne sont pas très, disons, tranchés encore. Je ne parle pas de AOC, d'Elizabeth Warren, les gens de gauche que nous savons, mais je parle d'une grande minorité des démocrates qui seront sensibles à l'opinion publique. Et quand on dit l'opinion publique, on parle du mouvement social. Et là, je n'ai pas de prévision à faire si le mouvement social va rester assez fort, assez mobilisé. Je crois que c'est vraiment le jeu primordial dans l'hypothèque, disons, le plus optimiste que les démocrates gagnent les élections à ces deux niveaux. Pour ne pas parler, mais là, il n'y a pas le temps de parler, aux États même inférieurs, c'est-à-dire les États, les parlements des États, parce que ça aussi, ça joue beaucoup, par exemple, pour les questions. Vous pouvez peut-être développer quelques instants et nous dire, est-ce qu'on peut prévoir une poussée démocrate, une percée démocrate dans les congrès à l'échelle des États fédéraux, enfin des États fédérés? Est-ce qu'une percée démocrate est prévisible et est-ce que les démocrates sont suffisamment offensifs dans cette campagne? Oui, si je peux. Vas-y, oui. Ça joue, je pense, à deux niveaux. Certainement, Marc a raison que si on n'arrive pas à gagner une majorité dans le Sénat important, on sera face à le jeu des institutions contre-majoritaires que Mitch McConnell a joué pendant les deux mandats d'Obama. Et ça, c'est la stratégie de Mitch McConnell, c'est garder le Sénat, mais surtout à faire passer des centaines de juges dans les cours fédéraux, hein, qui sont formés par la société fédéraliste comme effectivement, des militants conservateurs. Hein. C'est l'enjeu de la Cour suprême, où on risque d'avoir une majorité des juges justice conservateurs pour les prochaines 30, 40 ans, n'est-ce pas, à la fin de la semaine. Alors là, l'idée, c'est toujours de suivre le consigne de Grover Norquist. C'est que si les républicains, si les démocrates gagnent les élections, il faut faire sûr qu'ils ne peuvent pas gouverner en tant que démocrates face à ces obstacles. Un autre enjeu, c'est bien entendu les assemblées d'État, où les démocrates ont perdu énormément de sièges en 2010, les sièges des gouverneurs. Ça a permis les républicains à faire une opération qu'on appelle la carte rouge, où ils ont redéfini les circonscriptions
de telle manière à diminuer l'importance des électeurs démocrates et d'amplifier le nombre de sièges que les républicains peuvent gagner dans le Congrès, mais aussi dans les assemblées d'État, et une minorité des voix dans le vote populaire. Donc, ils ont fait cette opération en plusieurs États. Alors, ça, c'est l'enjeu de 2020. Juste une Si petite les question démocrates pour- peuvent reprendre suffisamment de sièges, on peut prendre en main ce processus de définition de circonscription qui détermine si la majorité démocrate peut se faire représenter dans les institutions. Oui, donc juste une petite précision justement pour expliquer ce mécanisme aux Français, puisque ici ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, mais tous les 10 ans, les limites et les frontières électorales et des districts sont redessinées, notamment en fonction des résultats aux élections, mais aussi surtout du recensement de la population. Et d'ailleurs, vous disiez que les Républicains savaient très bien jouer avec les institutions, notamment en nommant beaucoup de juges conservateurs, donc qui imprègnent une jurisprudence conservatrice, etc. Et donc c'est stratégiquement très important. Mais sur la question du recensement, on a vu que Donald Trump avait aussi essayé de manipuler le recensement, de le retarder, de ne pas compter tous les Américains, etc. Aussi dans ce but de finalement faire mécaniquement gagner du poids et de l'influence aux républicains. On a une question dans le chat. Les sondages américains sont très précis pour déterminer les classes d'électeurs types, donc les typologies, vous avez mentionné femmes blanches suburbaines par exemple, ce qui force les candidats à trouver des équilibres pour mobiliser ces électeurs. Ces électeurs types forment-ils vraiment des classes sociales distinctes ? Est-ce que c'est des typologies qui sont vraiment si matérialisées et rigides que ça? Et peut-on imaginer des projets politiques aux États-Unis qui dépassent, transcendent ces catégories et s'adressent directement aux citoyens sans forcément viser tel ou tel type d'électeur? Et je peux ajouter peut-être juste à cette question une autre question qui avait été aussi envoyée sur la question du poids des corps intermédiaires. Donc, ça peut être intéressant peut-être de mettre en relation ces deux dimensions. Vite fait, question de classe se présente d'abord sur qui vote et qui ne vote pas. Donc, quand on regarde les électeurs aux États-Unis, en général, les électeurs viennent des classes moyennes et des classes aisées. Plus qu'on est pauvre, plus il est probable qu'on ne vote pas. Quand on regarde l'élection de 2016, bien entendu, le groupe le plus important dans la population éligible à voter aux États-Unis, c'était les 90 millions de non-vote électeurs, ceux qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus. Donc, ces questions de classe se posent surtout sur ces questions de participation ou non. L'autre chose, c'est qu'on regarde les sondages américains, on utilise le statut de diplômé non diplômé comme une espèce de indice qui indique statut social en termes de classe. Mais quand on regarde les électeurs républicains, beaucoup parmi eux, même s'ils ont des revenus de foyer relativement hauts, importants, qui tournent autour de 100 000 par an, souvent ils ne sont pas diplômés. Donc, ce n'est pas forcément un indicateur fiable. Marc, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit d'abord que ce que tu dis, c'est fort, c'est très important de distinguer entre les citoyens, chacun est égal, chacun a le droit juridique de voter, et puis les faits. Et dans les faits, il y a des non-votants très forts qu'on étudie systématiquement, et nous savons beaucoup sur eux. D'abord, ils sont moins instruits. Ils sont bien sûr
des non-citoyens qui sont très nombreux. Il y a ceux qui veulent voter, mais qui ne peuvent pas s'inscrire. Le fameux, en anglais, voter suppression. Et il faut souligner comment le Parti républicain est génie dans cette matière. Ça suit les États, ça suit aussi au niveau national. Je passe, mais là, la Cour suprême a joué un rôle très important. Il y a plusieurs années, quand il a dit que ce n'est plus nécessaire qu'il y a une commission qui regarde nationale, qui étudie, qui règle si les États racistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'était John Roberts Une petite qui a précision dit. de contexte pour les gens. En fait, après les grandes lois sur les droits civiques des années 60, les États Oui. du Sud, qui sont les anciens États esclavagistes, avaient une disposition particulière qui les obligeait à demander l'autorisation de la Cour suprême pour pouvoir modifier leur loi électorale de manière justement à protéger le droit de vote de la population noire qui avait été très longtemps disenfranchised, donc exclus du droit de vote. Et il y a quelques années, cette loi a été supprimée sous l'argument que le vote était désormais ouvert et que les discriminations n'existaient plus et que ça n'avait plus lieu d'être, et avait même été présentée comme une discrimination à l'égard de ces États-là, puisqu'ils étaient soumis à une obligation qui n'était pas le cas des autres États. Voilà, je referme la parenthèse. Très bien, non, merci. Et parce qu'il n'avait plus de sens, parce qu'il n'y a plus de discrimination raciale, suivant la majorité du Cour suprême. Je ne dis pas que c'est une blague parce que ça c'est trop léger de dire ça, c'est affreux, ça reste toujours, mais quand même ça a eu un impact aussi. Donc sur les non-votants, il y a beaucoup à dire, les abstentionnistes et les abstentionnistes involontaires. Donc John a tout à fait raison d'insister là-dessus. J'insiste sur un autre facteur, disons plus politique, idéologique, etc. La distinction fameuse entre la classe en soi et la classe de conscience de classe. Et là, je crois, l'intervention politique, le mouvement social parmi d'autres, les élus, les partis politiques, les institutions, ça joue un sens très important. En général, très conservateur dans les États-Unis. Nous avons déjà vu comment, par exemple, pour le collège électoral, qui a un impact très conservateur, toute la manière de voter les lois, ça pèse, et ça veut dire qu'il faut une majorité beaucoup plus forte à gauche pour gagner qu'à droite. Et donc, ça fait, disons, il y a déjà, disons, même quand il y a une majorité forte à gauche, ça ne se traduit pas dans les politiques, dans la vie quotidienne, dans l'action d'État. Donc, comment est-ce que ça va changer? Là encore, je reviens aux grandes questions. Est-ce qu'un mouvement social et les gens qui sont pas à leur tête, mais qui sont parmi eux, par exemple Sanders, Warren, AOC et d'autres, et à tous les niveaux, est-ce que ces gens-là vont réussir à peser pour éclairer la situation aux États-Unis, flagrant, comme vous savez, mais on peut dépasser toute la journée et plus de faire le compte des inégalités, des lacunes, du fait que par rapport qu'aux autres pays riches, industriels, capitalistes, les États-Unis sont bien souvent la lanterne, pas à la tête. Et là, c'est un grand travail à faire qui reste à faire parce que les Américains, hélas, grâce aux médias, grâce à d'autres choses, restent très ignorants, je crois, hélas, sur ce qu'il faut, la situation actuelle et comment on peut changer les choses. Alors, et là, le mouvement social,
c'est primordial pour peut-être, espérons, changer cette Ce situation. mouvement social, il est justement beaucoup composé ou en tout cas dynamisé par les jeunes et par 20 millions de nouveaux électeurs. Donc, c'est une question qui nous arrive aussi dans le chat. Donc 20 millions de nouveaux électeurs, ceux qu'on a appelés les millennials, cette nouvelle génération plus radicale, qui d'ailleurs, et ça répond peut-être aussi un peu à la question précédente sur ces typologies électorales, c'est que si on regarde par exemple le vote noir, on peut distinguer par génération aussi des tendances plus ou moins centristes ou progressistes selon les générations, les jeunes étant plutôt plus progressistes et plus radicaux que leurs aînés. La question est donc, est-ce que ce rajeunissement, enfin cette nouvelle génération d'électeurs peut jouer sur cette élection? Et j'ai envie d'ajouter, à plus long terme, dans les décennies à venir, comment est-ce qu'ils vont influencer, durablement ou pas, la vie politique américaine? Si je peux, Oui. dans cette élection pour la première fois, cette génération qu'on appelle des millennials, mais aussi génération Z, pour les gens qui sont plus jeunes, sont la majorité des électeurs américains, potentiellement, s'ils votent. C'est-à-dire, pour la première fois, ma génération, qui est la génération d'après-guerre, les baby boomers, comme on dit, on est minoritaire vis-à-vis ces jeunes électeurs, et bien entendu, avec le passage du temps, notre poids va diminuer parce qu'on va décider, quoi, au cours des derniers 10-20 ans. Quand on regarde les jeunes, ce qui est impressionnant est de savoir que beaucoup de ces jeunes-là sont ouverts à l'idée socialiste, d'un socialisme à l'américain, même s'ils n'ont pas une idée très précise de qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça ressemble un peu des discours de Bernie Sanders, selon eux. On a vu tout récemment la réanimation, la réapparition d'une organisation de gauche socialiste, les Democratic Socialists of America, qui a maintenant près de 100 000 adhérents et des sections actives dans la politique électorale dans beaucoup de divers États, y compris dans ces zones rurales que les républicains imaginent qu'ils contrôlent. Par exemple, l'ouest de Pennsylvanie, ou le Texas, Nevada, ailleurs, on trouve des élections pour les postes électoraux locaux, municipaux, par exemple à Portland ou Seattle, mais aussi dans les assemblées d'État, où les socialistes qui sont ouverts dans leur identité, en tant que Democratic Socialists, ont passé dans ces élections. On a maintenant suffisamment de socialistes sur le conseil municipal de la ville de New York à former un caucus socialiste. On voit la même chose sur le conseil municipal de Chicago. On voit la même chose dans l'Assemblée d'État de New York. Donc, dans certains espaces, surtout les deux côtes, on voit l'émergence d'une présence socialiste ouverte qui est entourée par un univers, des réseaux sociaux, mais aussi d'instituts de recherche, groupes de mobilisation comme Indivisible, qui se disent progressistes, mais qui ont en termes programmatiques très proches de ce courant socialiste. Et les jeunes, ils n'ont pas cette réaction allergique au mot. Donc, on a vu Trump essayer de nous faire peur avec la menace socialiste pendant tous ses discours. Jamais le socialisme va s'imposer aux États-Unis comme au Venezuela. Et ça n'a pas marché jusqu'ici. Donc ça, c'est un pôle dans le Parti démocrate. Mais plus que le Parti démocrate devient ce grand parti national, plus qu'on gagne les sièges au Sénat, par exemple, dans l'Ouest ou le Sud-Ouest, plus qu'on va avoir des démocrates conservateurs qui sont au sein du même parti que cette aile progressiste qui se trouve dans les grandes villes.
N'est-ce pas, Marc? J'allais faire le lien avec une des autres questions qui est posée dans le chat parce qu'on a beaucoup de questions passionnantes, donc il va falloir raccourcir les réponses pour pouvoir essayer de répondre à plusieurs. Mais dans une des questions, la question est posée de la menace de guerre civile, finalement, et de la menace de violence. Parce que, donc, certes, les jeunes, une partie des jeunes, en tout cas, ont moins peur du terme socialiste et ne sont pas effrayés par cette logique-là, mais il semblerait qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, on ait aussi une autre frange de la population qui se soit radicalisée. Et donc, est-ce que le risque de guerre civile existe ? Et est-ce que Trump, s'il l'emporte, peut, donc vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, aggraver, durcir la situation autoritaire, mais s'il perd, est-ce que le chaos peut advenir? Marc, peut-être. Je suis très pessimiste, oui, pour répondre à votre question. Je crois d'abord que, là encore, il y avait toujours chez nous un courant raciste, ultra-réactionnaire à droite, etc., populiste dans le plus mauvais sens. Mais Trump a ouvert la boîte Pandora et avec un grand sourire, il a essayé de gonfler les troupes. Et il a réussi. Et je crois, pour une raison assez personnelle, il va continuer de faire ça ou même d'aggraver cette situation s'il n'est pas réélu. Parce qu'à ce moment-là, le jour où il n'est plus président, il sera au banc des détenus. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de procès juridiques, criminels, civils, d'autres, qui l'attend. Et donc, il a tout intérêt personnel pour essayer de semer le chaos. Il a dit à plusieurs reprises que c'est pas possible qu'il peut être perdu et qu'il peut être défaité à moins que c'était corrompu. Et donc, je crois qu'il y aura ça. Peut-être, je ne sais pas, là c'est vraiment fiction politique, mais il pense peut-être au 73 avec Nixon qui a fait ce deal, make a deal, comme Trump dit, pour échapper à la prison parce que le vice-président Ford l'a pardonné. Et peut-être, je ne sais pas, Trump a ça peut-être en tête. En tout cas, je crois qu'il espère de faire le chaos. Et je crois il sera un moment très, très, très pénible, très difficile. Je crois il y aura la violence. Surtout à droite. C'est une sacrée rupture avec la passation de pouvoir de Barack Obama à Donald Trump, où on se rappelle que Barack Obama avait fait preuve de beaucoup de flegmatisme, de flegme et de contenance pour pouvoir passer le pouvoir à ce Donald Trump. On a deux questions aussi, une sur la politique économique de chaque candidat. Quelles sont les différences aussi en matière de politique internationale? Donc finalement, voilà, les deux grandes questions. Est-ce que Biden peut convaincre avec son plan économique un certain nombre d'électeurs? Et puis, quelles sont les différences sur le plan international entre les deux candidats? Parlons d'abord peut-être de M. Trump. Sa politique internationale se dit anti-mondialisation, nationaliste, l'Amérique en premier. Donc, c'est une espèce de réalisme, réel politique très cru, où les États-Unis se retirent de nommément d'agences et d'institutions internationales. On remet des barrières, non seulement économiques, mais des vraies murailles pour empêcher l'immigration aux États-Unis. C'est l'auto-exclusion des États-Unis de l'ordre libéral mondial que les États-Unis ont créé après la Deuxième Guerre mondiale. Hein?
En termes d'économie politique, ça c'est dicté à lui. Des gens comme les frères Koch et d'autres qui ont plus ou moins fait toutes les propositions au niveau de réforme fiscale des taxes et tout ça, qui a renforcé cette tendance de redistribution de richesse vers le sommet de la société américaine. Mais en même temps, il y a aussi une politique personnelle de faire des affaires, faire des échanges avec des institutions ici, mais aussi des gens à l'extérieur qui lui profitent. Donc, c'est une politique de pillage des budgets et des institutions, abus d'autorité, pour essayer de sauver les meubles de ces hôtels, de toutes ces entreprises qui sont en grande difficulté. On sait qu'il doit à peu près 21 millions de dollars de dettes personnelles, surtout à Deutsche Bank, mais derrière Deutsche Bank peut-être les Russes, les Ukrainiens, les oligarches là-bas, peut-être les Saudiens. Donc, il a essayé de monétariser, rentabiliser les fonctions publiques au maximum. Alors, ça, c'est sa politique personnelle. Les républicains le permettent de le faire aussi longtemps qu'ils ont son appui pour piller le budget américain, le budget pour le Medicare, par exemple, le budget de sécurité sociale, réduction des revenus, d'impôts sur les gains de capitaux ou des revenus des gens très riches. Ils ont fait tout ça. Ça, c'est politique trumpien. Biden, par contre, je pense, était persuadé par la profondeur de la crise économique et l'impact de la pandémie, plus sa compréhension de ce qu'on apprend de sciences climatiques, qu'il faut saisir cette crise comme une occasion pour faire une transformation de l'économie américaine. Donc, il a proposé un programme fiscal qui est très progressiste. Il n'y a même pas de taxe sur les capitaux, mais il y a une réimposition des taxes sur les revenus qui est vraiment progressive et qui vise les foyers et les sociétés les plus aisées dans la société américaine. Je pense qu'il y a une tentative à faire élargir l'État-provenance. Donc, on parle, par exemple, de créer des crèches, soutien pour le garde des enfants. Il y a toute une série de choses, augmentation des revenus. Ce n'est pas Bernie Sanders, hein? Ce n'est pas un paquet, mais c'est très proche. Et en plus, il y a une conversation. Mais il y a ce sens qu'on est face à une crise la plus profonde depuis les années 30 et que Biden peut diriger une coalition qui fait, comme FDR a fait, hein, un nouveau deal social-démocrate pour la société américaine. Il y a cette idée-là, qu'il peut penser dans un sens des idées larges. Merci. Marc, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, en vitesse, simplement un peu plus de réticence peut-être que John sur le côté progressiste de Biden à l'intérieur, sur le plan intérieur et extérieur. Sur le plan extérieur, hélas, je crois, Biden, il va être, nous allons vers une nouvelle guerre froide avec la Russie. Je crois qu'il va dans la même ligne qu'Obama, qui n'est pas le pire, mais quand même qui n'est pas tout à fait satisfaisant du point de vue de la gauche, que moi et de nos auditeurs, je crois. Et
peut-être je suis un peu plus réticent aussi sur le plan intérieur. Je crois qu'il va essayer de faire revenir, par exemple, au plan fiscal que Trump a mis à l'écart, c'est-à-dire il y aura une imposition sur les plus riches, il n'y aura pas comme John a raison là aussi, qu'il n'y aura pas une taxe sur le capital. Je crois que quand même, Biden va continuer dans le sens néolibéraux, les libéraux, sur le libre-échange. Il était toujours pour OMG et d'autres, OMC, excuse-moi. Donc, je crois qu'il va être poussé à gauche, mais ça va être un grand débat au sein du Parti démocrate. Et ce n'est pas joué encore jusqu'à quel point ça va aller. Alors, il nous reste que 5 minutes et donc peut-être pour conclure, alors il y avait une question sur le rôle des syndicats. Vous pourrez peut-être intégrer un élément dans vos réponses sur le rôle des syndicats dans la campagne en tant que lobby ou en tant que partenaire. Mais peut-être pour conclure, la question de synthèse finalement, c'est est-ce que la gauche est prête à battre Trump ? Ou est-ce que Trump peut encore gagner? Et puis, est-ce que la gauche peut sortir renforcée de cette campagne? Donc peut-être John rapidement, et puis Marc, pour conclure, il nous reste 5 minutes. Bon, vite fait, je pense donner toutes les indications, donner les sondages qu'on a vus depuis les dernières quelques semaines. On pense vers la première hypothèse en termes des 4 scénarios, qui est une espèce d'une raz-de-marée démocrate, d'un tsunami, qui pourrait marquer peut-être ce qu'on a attendu depuis des décennies, ce qu'on appelle une élection et un réalignement des forces politiques au sein du pays. Hein. On a attendu depuis 20 ans the emerging democratic majority. Alors peut-être il arrive dans la gare, quoi. Alors ça, je pense, en fait, on va avoir une 72 jours très difficiles entre l'élection et l'inauguration du nouveau président. Dans ce contexte-là, les Proud Boys, un responsable, nous a promis la guerre civile. Donc, on va avoir des incidents très violents. Mais je ne pense pas que ça pose une menace existentielle à la survie de la République. Trump va faire le maximum pour empêcher la transition. Et puis, au moment où les démocrates arrivent, ça sera avec cette grande coalition anti-Trump qui va des néoconservateurs repentis jusqu'à cette réveil socialiste qui vient de sortir au cours des derniers 10-5 ans, qui a un grand public chez les électeurs les plus jeunes, hein, y compris les Blancs. Hein. Donc, on va avoir ces tensions-là. Mais on sera aussi en train d'essayer de gérer les conséquences de la politique de Mitch McConnell et d'autres, qui est effectivement terre brûlée. Donc, ils n'ont rien fait pour empêcher l'épidémie, les pandémiques. On va avoir un hiver très dur. Il y a certains États, des États bleus sur les deux côtes, où on a plus ou moins arrivé à gérer le COVID-19 avec le même degré de succès peut-être que les Européens ou Coréens du Sud ont connu. Je pense à New York, je pense à Oregon, à Washington. Mais dans le centre du pays, c'est le bordel. Et en plus, on n'a rien fait pour empêcher une crise très, très profonde de l'économie américaine. Donc, dans les prochaines quelques semaines, on voit des millions de gens qui sont virés de leur logement. On a des millions de gens qui sont au chômage et les fonds de chômage sont épuisés. Et Mitch McConnell et les autres, ils sont prêts à accepter cette peine-là parce que tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer cette situation va profiter les démocrates et Biden qui arrivent au pouvoir.
Donc, ce qu'on veut, c'est une administration démocrate qui passe à l'échec pour qu'il puisse préparer le terrain pour les élections de 2022-2024, en pensant qu'il va y avoir une réaction contre l'inefficacité des démocrates et leur incapacité à gérer la crise que eux ils ont créée. Oui. Voilà. Marc, vos prévisions pour... Il y a très peu à ajouter après cette analyse très, très forte de John. Je crois aussi les crises vont agrandir. Les républicains qui vont perdre aussi, là, je suis d'accord. Ils vont tout faire pendant la transition pour, pas pour améliorer, mais pour aggraver la crise, pour empêcher des aides. Je crois aussi qu'il y a la violence, mais je suis d'accord aussi que ce ne serait pas une crise existentielle, mais une crise quand même affreuse, très difficile, qui va faire beaucoup de mal. Après, qu'est-ce qui va arriver? Si dans la vague, s'il y a cette vague bleue, que les démocrates gagnent au niveau national et même aux États fédéraux, je crois qu'il y aura les améliorations assez conséquentes, mais pour récompenser, pour repérer les crises, pas pour aller beaucoup plus loin en avant. Je crains. J'espère que ce serait le contraire. Je crois, comme toujours la grande mot de Rob Emmanuel, une crise, c'est un bon moment de faire des choses. Mais ce serait un moment de faire des choses comme Obama a fait, ce qui était son grand acquis, c'était Obamacare. Tout le reste, c'était de sauver le meuble, de sauver les industries automobiles, etc., mais pas pour aller plus loin. Par exemple, il n'a pas nationalisé les industries automobiles, etc. Il était, dans ce sens-là, assez prudent. Et je crois que Biden serait la même chose. Finalement, point très important, il n'y a pas le temps de discuter, le mouvement syndical, qui était l'absent de notre discussion, hélas, faute de temps, mais aussi parce que c'est un reflet du rôle du deuxième plan, ou même troisième, du mouvement syndical aujourd'hui. Il y avait des causes structurelles et des causes politiques avant Trump, mais les 3 ans et demi, 4 ans de Trump ont aussi eu un effet dévastateur pour le mouvement syndical. Biden, il est lié au mouvement syndical, mais ça joue au niveau national, mais ça joue beaucoup au niveau inférieur des États où il peut voter les lois anti-syndicales qui s'appellent Right to Work, qui est mal nommé. Le droit au travail, ça veut dire le droit de ne pas être syndiqué, et ça fait des torts énormes au mouvement syndical. Je crains que ça va continuer pour la plupart. Mais en tout cas, il y aura les petits pas vers le renforcement du monde syndical. Il y en a besoin, il y a temps, mais ça encore, c'est pas joué. Et on peut sans doute faire confiance à la gauche aussi pour remonter au créneau une fois l'élection passée, pour repasser à l'offensive, en tout cas du côté de Black Lives Matter. Il y a un consensus pour soutenir cette candidature, mais à mon avis, derrière, ça va revenir à la charge avec des demandes radicales. Je vous remercie beaucoup tous les deux, Marc Kesselman, John Mason, au nom de la Fondation Gabriel Péri et en mon nom propre. Je vous remercie beaucoup pour vos éclairages vraiment très intéressants. Vous pourrez retrouver, et puis je vous remercie vous, spectateurs, de nous avoir écoutés patiemment et de nous avoir rejoints ce soir. Vous pourrez retrouver ce débat en ligne sur le site de la Fondation Gabriel Péri, donc www.gabrielpéri.fr, et puis sur YouTube. Et vous pouvez également follow la page Twitter de la Fondation Gabriel Péri pour suivre tous leurs événements, débats, formations, séminaires, tous plus intéressants les uns que les autres.
On se retrouve bientôt avec, on espère, un nouveau président pour les États-Unis. Et puis, bonne continuation et prenez soin de vous dans ces temps difficiles. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.